Bon, alors on va essayer quelque chose. Vous allez dans Photoshop. Bon, vous allez ici enfoncer la touche Alt sur le masque et remplir de noir. Édition remplir. Non, remplir de blanc, excusez-moi. Remplir de blanc, voilà. Donc on a un masque qui va faire tout apparaître. Alt, clique à nouveau sur le masque et voilà, on voit que tout le motif apparaît. D'ailleurs, je vais un peu changer son échelle parce que c'est un peu trop... Voilà. On voit un peu mieux comme ça, voilà. Bien, donc autre approche. Eh bien, on va enlever l'œil en face du calque là. Et celui-ci, vous allez pouvoir le mettre en opacité réduite. Comme ça, vous voyez les surfaces de l'objet en dessous. Et dans le masque que vous encadrez là, vous allez dessiner en noir. Et donc en noir, ces petites choses ici. Voilà. Il y en a ailleurs? Non, il n'y en a pas ailleurs. Si, il y en a deux ici. On va pas y passer trop de temps, mais on va dire que c'est bon comme ça. Ok, ça marche. Sauf qu'il y a une partie qui ne reçoit pas de texture, quand même. Savoir laquelle c'est, ça va pas être évident, mais je vais me contenter de ça. On va dire que ça va. Vous avez compris le principe, en fait, hein, mais franchement, ce déploiement UV n'est pas des plus simples, en fait. Hein. Vous allez voir que quand on déploie des objets plus simples, comme des boîtes ou des flacons plus simples, c'est plus simple. Alors voilà, quand vous avez un objet 3D, comme cette théière, ben, c'est une géométrie dans l'espace. Donc il y a X en horizontal, Y en vertical, Z en profondeur. Et quand on veut mettre une texture sur un objet 3D, les coordonnées de la texture, c'est U et V, tout simplement parce que c'est les lettres qui précèdent dans l'alphabet. On ne peut pas utiliser pour indiquer le positionnement de la texture les lettres X, Y, Z qui sont déjà utilisées par la géométrie de l'objet, donc on utilise des lettres avant, UV. Ça c'est assez habituel, cette approche pas seulement en 3D, une fois que des axes ont été définis par X, Y, Z, si on veut définir d'autres axes qui sont au même endroit, on va utiliser UV. Donc voilà, UV, ça explique pourquoi c'est le UV mapping. Vous connaissez cette théière? Donc la théière, c'est le premier objet 3D complexe qui a été réalisé pour faire des tests des premiers softs 3D parce que c'est un objet qui a une géométrie qui est quand même assez relativement simple, donc pour faire les calculs, c'est rapide, mais en plus, il y a quand même un tube, il y a quand même la anse, tout ça, c'est plein de cas de figure 3D en un seul objet. Donc c'est très connu, la théière en 3D, c'est... si on veut symboliser la 3D, la théière, c'est souvent utilisé. Voilà, comme ça vous voyez pourquoi il y a une théière dans l'article Wikipédia qui parle du modelage 3D. Ils expliquent certainement ce que je viens de vous expliquer. Ah ben voilà. Donc ça c'est un rendu moderne de l'iconique théière de l'Utah. Oui, c'est une théière comme il y a là-bas. Voilà. 1975.
un des objets 3D les plus utilisés en 3D pour l'éducation à la 3D, l'apprentissage à la 3D. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, donc ce qu'on a demandé à Dimension de faire, c'est du déploiement UV, du UV Unwrap. Et si je tape ça dans Google, je vais tomber sur plein d'exemples. Ici, c'est évidemment du Blender, puisqu'on a le petit singe typique de Blender. C'est un peu l'équivalent du teapot, mais dans Blender, ils ont des singes. Et quand on déploie la surface de la tête du singe, on obtient ça. Voilà. Ici, c'est pour un personnage. Voilà. Voilà. Donc, le UV Unwrap. Ah ben voilà pour cette petite barque. Le déploiement UV. Donc, c'est assez connu comme technique. Donc on a parlé depuis quand même 1 heure de normal mapping. Qu'est-ce que c'est les normales? Bien, dans un objet, les normales, c'est les perpendiculaires à la surface. Comme vous le voyez, elles sont symbolisées ici sur l'objet 3D. Bien sûr, dans Dimension, on ne peut pas les visualiser parce que Dimension est un logiciel pour les graphic designers. Et c'est assez simple. On ne complique pas les choses, mais... Voilà, les normales, c'est donc ça. Alors, quand je vous disais que vous utilisez les normales sans vous en rendre compte, c'est parce que dans les jeux vidéo, c'est fort utilisé. Vous avez par exemple ici le personnage, la géométrie du personnage dans le jeu vidéo, et il apparaît plus complexe parce que sur lui, il y a une texture normal map qui donne une impression de relief plus complexe. Et en réalité, cette texture normal map, elle est créée en 3D au départ d'une géométrie complexe réelle dans le logiciel 3D. On fait une géométrie complexe réelle, ou alors ici il s'agit en fait d'un objet qui a été scanné, c'est le même principe, scanné en 3D. On obtient ici pour l'objet scanné avec toutes ces détails 871 000 triangles, donc c'est très complexe. On simplifie l'objet pour qu'il puisse être utilisé par exemple dans un jeu vidéo ou quand on fait du rendu d'un film pour que ça ne prenne pas des heures pour chaque image, mais que ça prenne quelques minutes. 21 000, donc évidemment on a perdu la texture, mais entre-temps, on a créé une normal map qu'on applique et qui permet de retrouver le relief. Et donc c'est une simulation du relief, c'est un truc visuel. Le relief n'est pas réellement là, on a toujours affaire à notre objet simple avec seulement 21 000 triangles. Vous voyez un peu l'astuce. On part d'un objet scanné ou un objet 3D complexe. On en fait une normal map de sa surface. On fait une version géométrique simplifiée, on applique la normal map et on retrouve le même objet qu'au départ. Visuellement, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus simple à calculer. Et alors, les normal maps, si vous vous demandiez c'est quoi ces couleurs bizarres, ça indique juste comment la lumière doit réagir par rapport à la texture. Donc, suivant comment la lumière arrive sur l'objet 3D dans la scène 3D, c'est soit les choses roses ici, soit les choses vertes, soit les choses bleu foncé qui vont être utilisées pour simuler la lumière et les ombres. C'est vraiment une astuce. Ça indique par rapport donc à la surface d'origine qui a servi à faire la normal map, comment la lumière réagissait sur la surface d'origine et comment dans le logiciel 3D on doit simuler cet impact lumineux sur un objet qui en réalité est lisse, puisque la géométrie de l'objet sera lisse. Ok, vous voyez, l'explication vous paraît plus ou moins claire. Des normal maps générées par le logiciel 3D quand on a fait de la géométrie complexe, ou ça peut être aussi issu avec un scanner 3D. On scanne des surfaces. Et de nos jours, les
Certains smartphones sont capables de scanner de la 3D en fait. Hein. Et des surfaces, des textures, la surface. Ils ont la fonction LIDAR intégrée. Là, vous voyez des scanners 3D, mais la version cheap, pas chère, c'est le téléphone de nos jours. Voilà quelques petites informations sur le normal mapping, parce que quitte à utiliser le normal mapping, autant voir comment ça fonctionne, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, la couleur de base peut être modifiée bien sûr sur votre objet, mais on va également tester l'application d'une image. Donc voilà. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est pour cet objet, plutôt que de choisir une couleur de base, c'est d'aller chercher une image. Et alors une image au raccord pour bien faire, sinon ça va se voir. Donc ce que je vous demande éventuellement ici, c'est d'aller sur Bing et vous allez chercher l'image d'une texture. Seamless, donc sans raccord. Je passe dans la partie image et je demande bien sûr un filtre genre Creative Commons. Et on va chercher une texture de surface, quelque chose qui n'est pas très complexe. Donc c'est pas des briques ou des herbes ou quoi hein, qu'on cherche. C'est juste pour mettre sur le pot, pour lui donner une texture. Donc en plus de son relief, il y a une texture de surface plus fine, laquelle il faut trouver. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que c'est au raccord? Ça, c'est une question à se poser. Ça veut dire, est-ce que la partie, quand il y a quelque chose qui déborde par la droite, là, est-ce qu'on le voit réapparaître par la gauche? Quand ça déborde par le bas, est-ce que ça réapparaît par le haut? On dirait que celle-là, par exemple, oui. Voyons un peu ça. Je vais la tester. Donc, je l'enregistre. Je vais dans Dimension. Je vais la sélectionner. Voilà. Et surtout, je vais aller diminuer, non, augmenter la répétition pour qu'elle soit plus petite, parce que sinon ça c'est flou et ça ressemble à rien du tout. Voilà. Il y a peut-être un peu trop de brillance et trop de lumière dans la scène, mais bon, voilà. Bon, je lance le ray tracing pour voir ce que ça donne. Donc au niveau de l'éclairage, il y a trop d'éclairage. Je désactive le ray tracing et je vais aller voir dans la scène ce qui concerne l'environnement et je vais peut-être aller désactiver certains éclairages. Oui, c'est l'éclairage arrière qui pose le plus de problèmes. Il pourrait être modifié, mais dans ses propriétés. Mais je vais carrément le désactiver. Et lequel est-ce que je vais laisser activer? La lumière clé. Et voilà, ça donne déjà un peu mieux. La lumière clé, je vais quand même aller diminuer son intensité par le panneau propriétés. Voilà, on a la rotation aussi, la hauteur. Voilà. La taille, la couleur.
Voilà, c'est un peu mieux. Ok, qu'est-ce que ça donne quand on fait le rendu? Bon, mais c'est pas si mal. Et le vrai rendu, en passant sur l'onglet rendu et en demandant mais quand même une qualité élevée, voilà. Il est en train d'estimer le temps que ça prend. Bon, c'est l'occasion que j'aille vous parler, pendant que ça calcule, du ray tracing et de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le débruitage, le denoising, donc qui est essentiel en ray tracing. Vous avez plein d'exemples de ray tracing avec le noise, avec le bruit, et sans le bruit. Donc c'est assez surprenant, mais ça fait partie des paramètres du rendu ray tracing. Il faut régler le denoising. Bon. Alors, c'est en train de calculer. Il y a toujours du bruit, mais à la limite, est-ce que c'est vraiment gênant? Mais comme on fait un export en qualité élevée, le bruit va finalement disparaître. Ça va être bien lisse. Et on n'en est jamais qu'à 31% du rendu. Donc ça fait du lancer de rayons. Ça lance les rayons. Ça calcule la lumière sur l'objet par rapport à la caméra. J'ai demandé de l'enregistrer en PNG uniquement dans le dossier où j'ai tout mis aujourd'hui. Donc c'est là que ça va arriver. Et ça n'a pas beaucoup de sens de ne pas le mettre dans un environnement, mais pourquoi pas, un objet sur un fond blanc, pourquoi pas. Donc ce qu'il faudra tester, c'est essayer de recommencer ça, mais on va faire un test sur une boîte. La prochaine fois, bizarrement, on va prendre un objet moins complexe, une boîte. Là, il est en train de terminer. C'est assez rapide parce que l'ordinateur que j'ai ici est rapide. Bien. Là, voilà. Je peux l'ouvrir dans Photoshop pour bien regarder. Voilà. Donc, comme prévu, plutôt lisse comme rendu. Donc voilà, c'était assez sympa, ça vous a montré un peu comment Dimension fonctionne. C'est un logiciel 3D très simple et pourtant ce n'est déjà pas si simple que ça. Donc, faut éviter le piège de la 3D, c'est de tomber dans l'hyper-technique, devenir un hyper-technicien. Méfiez-vous de l'intelligence artificielle qui de plus en plus va remplacer des compétences complexes dans ces logiciels. On a parlé de la retopologie qui est remplacée de plus en plus déjà maintenant par l'intelligence artificielle. Donc, il faut se focaliser en fait sur le contenu, le visuel, les idées. Et voilà. Et ne pas être trop perfectionniste et passer trop de temps à faire des choses qui finalement ne rapportent pas grand-chose. Non mais là ça devient de la gestion de carrière et
du marketing, de l'évidence, de la productivité. Pensez aussi que dans des logiciels comme Midjourney ou Photoshop 2024 ou Bing Creator, dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, mais voilà, on peut demander de créer ce qu'on veut comme scène, comme objet, et ça ressemble à de la 3D. Donc attention, hein, il faut être vigilant. Tout peut être mis en question.